Imaginez l'odeur. Un mélange de brûlé, de gazole, de sang et des effluves douceâtres de la mort. C'est précisément cet air que respirait le seul survivant enfermé dans la boîte d'acier, devenu le tombeau de son équipage. Les médecins n'en croiront pas leurs yeux par la suite. Un être humain n'est tout simplement pas censé supporter de telles surcharges. Mais lui a tenu bon. Il a forcé un mastodonte de 30 tonnes à danser une valse macabre sous le nez de 12 tueurs. Pourquoi ne s'est-il pas enfui quand il en avait l'occasion? Pourquoi s'est-il jeté dans la fournaise, au mépris des ordres directs et du bon sens? Ce n'est pas une histoire d'héroïsme de propagande. C'est une histoire de survie animale, de main en sang plutôt que de médailles, et de la façon dont l'élan suicidaire et insensé d'un conducteur solitaire a changé à jamais l'histoire des combats de chars. Vous devez voir cette spirale mortelle de vos propres yeux. L'impact, cinglant comme un coup de fouet, mais pesant une tonne. Le bruit de l'acier qui se déchire précède la conscience. Le vacarme à l'intérieur du compartiment de combat est tel que l'air semble s'être solidifié. La caisse du char tressaille, transmettant la vibration à travers le siège rigide directement dans la colonne vertébrale du mécanicien conducteur. Ce n'est pas du cinéma. Il n'y a pas de ralenti. Il n'y a que la physique des corps solides et l'énergie cinétique d'un obus perforant rencontrant un blindage incliné. L'obus a ricoché. Si l'angle d'impact avait été plus obtus de 2 degrés, l'équipage aurait déjà été transformé en vapeur surchauffée et en suspension organique. Mais ils sont vivants. Pour l'instant. L'intérieur de la tourelle sent la calamine, la graisse brûlée et l'odeur âcre et acide des gaz de poudre qui brûlent les yeux. Dimitri Vosnetsov n'entend pas sa propre respiration. Ses oreilles sont bouchées. Un sifflement monotone à haute fréquence résonne dans sa tête, conséquence de l'onde de choc. Mais ses mains travaillent plus vite que son cerveau. Ses doigts, incrustés dans les leviers de commande, lisent les tremblements du diesel V2 de 500 chevaux. Le moteur n'a pas calé. C'est la première bonne nouvelle des 3 dernières secondes. Le rythme des 12 cylindres est régulier, laborieux, sans rater. Le cœur de la machine bat, donc il y a une chance de mouvement. 21 mars 1944. Il est midi, mais la lumière est rare. À travers l'étroite fente de l'épiscope, le monde ressemble à une succession de bandes grises et noires. De la boue, du ciel, du métal. Vonetsov cligne des yeux, chassant le voile qui trouble sa vision. Il doit évaluer la situation. Il est à la pointe de la reconnaissance. La mission était simple, sonder le carré. Ils l'ont sondé. Et ils ont heurté un mur. Devant, dans le secteur d'observation directe, des silhouettes émergent d'un pli de terrain. Carrées, anguleuses, identifiables sans erreur possible. Des tigres. Panzerkampfwagen 6. Les chars lourds de rupture de la Wehrmacht. Leur géométrie ne laisse aucun doute. Blindage vertical, suspension imbriquée, long canon de calibre 88 mm. Ils ne font pas que stationner. Ils se déploient en ordre de bataille. 1, 2, encore un à droite. Vosnetsov tourne la tête autant que l'étroit habitacle le permet, essayant de couvrir la périphérie. Mouvement à gauche. Encore 2 silhouettes. Son regard s'affole à travers l'épiscope. 4, 6, 8, 12 machines. Une compagnie complète de chars lourds contre un seul T-34 moyen. Ce n'est pas un combat, c'est une exécution. Du point de vue tactique, la situation n'est pas seulement perdante, elle est absurde. Les mathématiques de la guerre sont implacables. 12 canons, dont chacun est capable de percer le blindage frontal du T-34 à une distance d'1,5 km, et ici, la distance est inférieure à 500 mètres. Une zone mortelle. Le vide.
La vie de Vosnetsov ne défile pas devant ses yeux. Pas de souvenir de la maison, de sa mère, de l'été chaud. Le stress brûle tout le superflu, ne laissant qu'un calcul sec et épineux. Les émotions sont un luxe qu'un cadavre ne peut se permettre. En cet instant, il n'est pas un homme avec un nom et un prénom. Il est un centre de calcul intégré au système de commande hydraulique et mécanique d'une machine de 30 tonnes. 12 canons, secteur de tir, 180 degrés. Ils referment la tenaille. Ils veulent m'enfermer dans une boîte. Si je m'arrête, c'est la mort. Si je recule, j'expose mon flanc. La mort. Si je fonce tout droit, il me fusille à bout portant. La mort. Son monologue intérieur est haché, composé de noms et de verbes. Les pensées tombent lourdement, comme des douilles sur le plancher du compartiment de combat. Une sueur froide coule dans son dos, se figeant dans les plis de sa vareuse huileuse, mais ses mains restent sèches. C'est une déformation professionnelle. Au moment du danger suprême, l'organisme bloque tout ce qui entrave la motricité. Il voit le tigre le plus proche commencer à tourner sa tourelle. Lentement, avec la grâce lourde d'un prédateur. L'entraînement électro-hydraulique de la machine allemande fait pivoter la structure de plusieurs tonnes. Le canon, avec son frein de bouche, cherche un vecteur pour le prochain tir. Cette fois, il n'y aura pas d'erreur. Les Allemands voient une machine russe solitaire, figée au milieu du champ après un ricochet. Pour eux, c'est une cible facile. Une erreur statistique qu'il faut effacer avec une gomme de calibre 88. Il n'y a pas de peur. Il y a un sentiment animal d'être traqué et le poids de la responsabilité. Vosnetsov se sent enfermé dans un cercueil d'acier, mais ce cercueil est sa seule arme. Il est seul en bas, dans le poste de pilotage. La liaison avec le commandant là-haut est coupée, ou bien il garde le silence. Pas le temps de chercher à comprendre. Pour l'instant, la hiérarchie des grades n'a aucune importance. Celui qui commande, c'est celui qui tient les leviers. 3 facteurs de danger mortel s'enfoncent dans sa conscience. Premier, la supériorité numérique, 12 contre 1. Deuxième, le terrain découvert, sans abri salvateur, ni ravin, ni bosquet. Rien qu'une terre nue et gelée, labourée par les chenilles. Troisième, le temps. Il a quelques secondes avant que les tireurs allemands ne terminent leur visée et n'appuient sur la détente. 12 obus transformeront simultanément l'espace où il est assis en une succursale de l'enfer. Vosnetsov regarde le tableau de bord. Les aiguilles tremblent. Température de l'huile normale. Pression normale. Le moteur tourne au ralenti, mais le diesel gronde, réclamant de la charge. Le char vibre comme un être vivant, sentant l'approche de la fin. Ce tremblement se transmet aux mains. Le T-34 est une machine brutale. Il n'y a pas de direction assistée, pas de confort. Pour tourner, il faut tirer le levier avec une force de plusieurs dizaines de kilogrammes. Pour débrayer l'embrayage principal, il faut enfoncer la pédale jusqu'à se faire mal aux genoux. Le char est le prolongement de la physiologie du mécanicien. Les leviers sont ses os, le blindage est sa peau, le moteur est ses poumons, avalant avidement l'air mêlé de fumée. Flash dans l'épiscope, à droite, encore un tir. L'obus passe au-dessus de la tourelle, déchirant l'air avec un hurlement qui fait éclater les capillaires dans les yeux. Les Allemands règlent leur tir. Ils jouent. Ils sont sûrs que la proie ne s'échappera pas du piège. Ils encerclent. Ils veulent nous prendre entiers? Non, ils achèvent. Ils sont juste pressés. Ils se gênent les uns les autres. Vonetsov remarque un détail qu'un débutant aurait manqué. Les tigres sont serrés, trop serrés. Ils obstruent leur secteur de tir respectif. Pour tirer sur une cible agile, ceux de derrière doivent attendre que ceux de devant déplacent leur châssis. Ce n'est pas une erreur du commandement allemand,
c'est de l'arrogance. Ils pensent qu'une seule machine soviétique n'a rien à opposer à leur armada. Ils voient dans le T-34 une cible, pas une menace. C'est leur erreur. Et c'est la seule chance de Vonetsov. Il serre les leviers jusqu'à s'en blanchir les jointures. Les muscles de ses avant-bras se pétrifient. Dans sa tête se dessine un schéma apparemment suicidaire. Fuir est impossible. L'obus le rattraperait. Donc, il faut aller vers eux, à l'intérieur de leur formation. Au cœur de la fournaise, là où la distance de combat se réduit à quelques mètres, là où les canons à long tube des Tigres deviennent des brancards inutiles, impossibles à tourner rapidement. Ce n'est pas de l'héroïsme. C'est un pur calcul de trajectoire. Les mathématiques supérieures de la survie, où les variables sont les vitesses angulaires de rotation des tourelles et la vitesse linéaire du char. Vonetsov prend une grande inspiration, remplissant ses poumons d'air vicié. Son pied est suspendu au-dessus de l'accélérateur. Maintenant. La seconde s'étire en une éternité. Il entend le cliquetis des chenilles allemandes mordant le sol. Il voit les gueules noires pointer droit sur son visage à travers le blindage. Le piège s'est refermé. Mais la bête à l'intérieur du piège n'a pas encore crevé. Et cette bête a des dents d'acier. Contact établi, isolement absolu, données initiales reçues, décision prise. Survivre à tout prix. Et le prix maintenant, c'est la violation de toutes les instructions et de tous les règlements. Vonetsov est prêt à payer. Son regard se focalise sur l'intervalle entre les deux chars allemands les plus proches. C'est la porte de l'enfer, mais c'est aussi la seule sortie. Ce qui va commencer maintenant ne figure pas dans les manuels de tactique. C'est maintenant que commence la physique. Vonetsov écrase la pédale. Le diesel rugit, prenant des tours, mais ce bruit ne peut couvrir le silence dans son casque. L'interphone est mort. Ce n'est pas un fil coupé, ni une panne de l'appareil. C'est un silence d'une autre nature, biologique. Il y a une seconde, avant que Vonetsov n'écrase l'accélérateur, il faisait encore partie d'un équipage. Un rouage dans un mécanisme bien huilé de 4 personnes. Maintenant, il est le seul élément vivant dans une boîte de 30 tonnes d'acier laminé. L'embardé de la machine projette son corps vers l'avant. Les sangles lui scient les épaules. Vonetsov hurle dans le microphone, s'arrachant les cordes vocales. Indicatif du commandant, indicatif du radio. En réponse, seulement un grésillement électrique et le bourdonnement régulier du générateur. Pas d'ordre, pas de juron, pas de gémissement. Derrière, dans le compartiment de combat, règne une stase effrayante. Il ne peut pas se retourner. L'espace étroit du poste de pilotage ne permet pas au conducteur de tourner la tête librement. Et il ne peut détacher son regard de l'épiscope. Mais il sait ce qui s'est passé là-bas. Avec son dos, il sent le vide qui s'est formé derrière la cloison blindée. Un coup sur la tourelle, même un ricochet, crée à l'intérieur de l'espace blindé une différence de pression capable de déchirer les poumons. Et si le blindage a produit des éclats, Vonetsov comprend. Le commandant est mort sur le coup. Il n'a probablement même pas eu le temps de comprendre qu'ils étaient repérés. Le tireur et le chargeur. S'ils sont encore en vie, ils ne sont plus que du lest. Des corps inconscients, ballottés sur le sol d'acier à chaque soubresaut des chenilles. La solitude s'abat sur lui comme une dalle de plomb. Ce sentiment est plus aigu que la peur. Au combat, un tankiste n'est jamais seul. Il y a l'épaule du camarade à côté, la voix dans les écouteurs, la sensation d'une volonté collective. Le char est une arme collective. Le mécanicien conduit, le commandant évalue, le tireur frappe, le chargeur nourrit la culasse. C'est un organisme unique. Maintenant, cet organisme est amputé aux 3/4.
Il ne reste que les jambes et le cœur, le train de roulement et le moteur. Plus de cerveau, plus d'yeux, plus de bras capables de riposter avec un obus de 76 mm. La tourelle est morte. Le canon se tait et se taira. Il n'y a personne pour engager la munition, personne pour tourner les volants de visée. Le char s'est transformé en tracteur. Un tracteur très cher, blindé, sans défense, au milieu d'un peloton d'exécution. Je suis seul, rien pour tirer. Il n'y aura pas d'ordre. La pensée pulse dans ses tempes au rythme de son sang. La situation d'1 contre 12 chars lourds passe d'un problème tactique à l'absurde. Quel sens y a-t-il à manœuvrer si l'on ne peut pas mordre en retour? Pourquoi prolonger l'agonie de 10, 20 secondes? L'instinct de conservation, ancien, reptilien, hurle à son oreille. Freine, ouvre la trappe, cours. Sa main a un soubresaut vers le mécanisme de verrouillage de la trappe du pilote. C'est un réflexe. Quitter une machine en feu ou toucher est la première règle de survie. Tomber dans la boue, se terrer dans un cratère, se faire petit, invisible, se fondre dans le paysage. Qu'ils achèvent la ferraille, la vie est plus précieuse. Mais Vonetsov se fige. Devant ses yeux, dans le verre trouble de l'épiscope, le panorama de la mort. L'air extérieur est cousu de traceurs de mitrailleuses. L'infanterie allemande coupe les voies de retraite. Les tigres montrent les dents de leurs mitrailleuses coaxiales. Sortir maintenant signifie être transformé en passoire 1 seconde après avoir passé la tête hors du blindage. Dehors, c'est la mort à 100%. Dedans, elle est différée, mais inévitable. Ou pas. Sa main retourne sur le levier de l'embrayage. La panique recule, chassée par le froid glacial de la prise de conscience. Le vide de pouvoir laissé par la mort du commandant est instantanément comblé par la volonté du conducteur. Il n'y a plus personne d'autre pour prendre les décisions. La hiérarchie des grades a brûlé. Maintenant, c'est lui le chef. Et il est le seul. Le char continue d'avancer. Tant que le diesel V2 dévore le gazole, tant que les chenilles accrochent le sol gelé, tant que la transmission transmet le couple, il n'est pas une victime. Il est une unité de combat, certes castré, privé de la possibilité de tirer, mais capable de bouger. Et le mouvement dans un combat de char, c'est la vie. L'immobilité, c'est la mort. Vonetsov sent sa perception de la machine changer. Auparavant, le T-34 était son lieu de travail. Une cabine étroite avec des leviers et des pédales. Maintenant, les limites de son corps se dissolvent. Le blindage devient sa peau. Il ressent physiquement les 12 canons qui cherchent ses flancs. Il sent la vulnérabilité des réservoirs de carburant comme son propre foie. Il entend le grincement de la boîte de vitesse comme le craquement de ses propres articulations. La fusion est totale. L'homme et la machine deviennent un centaure. Il n'y a plus de sergent Dimitri Vonetsov, mécanicien-conducteur. Il y a 30 tonnes de rage et d'inertie, pilotées par un seul nerf à vif. Ils pensent que nous sommes 4 là-dedans. Ils pensent que nous allons tourner la tourelle. Ils attendent un duel, selon les règles. Cette pensée est le premier pas vers le salut. Les Allemands voient un char, mais ne voient pas ce qu'il y a dedans. Ils agissent selon un modèle. Supprimer, encercler, détruire. Ils évaluent le T-34 comme une menace complète, comme un point de feu. Ils vont perdre du temps en manœuvre d'évitement contre un tir qui ne viendra jamais. Ce temps est la monnaie de Vonetsov. Il doit acheter sa vie avec. À l'intérieur du compartiment de combat règne l'odeur de la mort, un mélange de fer et d'effluves douceâtres de sang. Mais Vonetsov respire cet air avidement, profondément. C'est du carburant pour son cerveau. La responsabilité
qui une minute plus tôt semblait être une dalle impossible à soulever, devient maintenant une colonne vertébrale. Il n'a pas le droit de crever pour rien. Il n'a pas le droit de livrer la machine à l'abattoir comme une cible immobile. Si l'équipage est mort, alors le char doit vivre pour eux tous. Pour le commandant dont le corps refroidit sur son siège, pour les gars dans la tourelle. Le char doit devenir le monument de leur dernier combat, mais un monument mouvant, rugissant, inaccessible. Le regard de Vosnetsov devient dur, vitreux. Ses pupilles se rétrécissent. L'univers entier se contracte aux dimensions de la fente de vision et des indications du tachymètre. Les émotions s'éteignent, comme si quelqu'un avait coupé les fils. La peur, l'amertume de la perte, l'espoir, tout disparaît. Il ne reste que la fonction brute. Objectif, survivre. Outil, char T-34. Conditions, extrême. Solution, manœuvre. Il n'est pas juste un conducteur. Il est désormais le cerveau et l'âme de ce mastodonte d'acier. Il est seul sur le terrain. Et il est un guerrier. Pas parce qu'il a un canon, mais parce qu'il a la volonté de ne pas se rendre à la physique. Vosnetsov ressaisit les leviers. Ses doigts s'enfoncent dans le métal au point qu'on croirait qu'ils y laisseront des empreintes. Il sent la vibration de chaque arbre, de chaque roulement. La machine est prête. Elle attend l'ordre. « Allez, ma belle », murmure-t-il du bout des lèvres. Il n'a plus de voix, brisé par un cri que personne n'a entendu. On va danser. Devant, dans la brume grise, les canons des tigres commencent à cracher le feu. Les obus déchirent l'air. Plus le temps de réfléchir. Le vide est rempli par l'action. Vonetsov écrase l'embrayage gauche, lançant le char dans un premier virage insensé. L'isolement est terminé. La guerre d'un seul homme contre les lois de la probabilité a commencé. Le fracas de l'impact et le grincement du métal déclenchent dans son cerveau une étrange réaction chimique. Au lieu de la panique, la conscience de Vonetsov plonge dans une couche profonde et protectrice de sa mémoire. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est la recherche du bon fichier dans sa bibliothèque de réflexes. La puanteur de l'huile brûlée et du fer chauffé à blanc change soudain de nuance. Elle devient l'odeur de l'essence bon marché, de l'asphalte mouillé et de la poussière urbaine. Le grondement du diesel de char à 12 cylindres se transforme en le hurlement poussif du 6 cylindres en ligne d'un autobus ZIS-16. 1940. Leningrad. Heure de pointe. Vosnetsov ne voit plus la steppe enneigée, ni les canons allemands. Devant son regard intérieur, le puits étroit de la perspective Nevski, encombré de camions, de tramways et de piétons se jetant sous les roues. Il est de nouveau au volant d'un autobus urbain. La machine est lourde, peu maniable, surchargée de gens, au point que les ressorts sont courbés à l'envers. Pas de direction assistée. Pour tourner le volant à l'arrêt, il faut s'arc-bouter les pieds au plancher et travailler avec le dos, comme un débardeur. À la fin du service, la chemise colle au corps et les mains tremblent de tension. Mais c'est là, dans les labyrinthes de la vieille ville, qu'est née sa motricité unique. Le règlement militaire apprend aux tankistes à agir selon un modèle. Arrêt court, tir, bond. Le règlement considère le champ de bataille comme un polygone où il y a des distances et des secteurs précis. Mais le trafic urbain ne connaît pas les règlements. Là-bas règne le chaos. Là-bas survit celui qui sent le gabarit de sa machine avec sa peau. Celui qui sait insérer un autobus de 7 mètres dans une fente de 6 mètres, entre un tramway et le bord du trottoir, sans toucher ni rétroviseur ni piéton. Maintenant, en mars 44, cette science civile,
purement pacifique, devient la seule arme contre 12 tigres. Bouchon à gauche, trafic en face à droite, fenêtre de 3 mètres, ça passe. Tout juste, mais ça passe. Vonetsov regarde les chars allemands et sa perception se déforme. Il cesse de voir en eux des machines de guerre meurtrières de la Wehrmacht, incarnation du génie technique de l'Allemagne. Pour son cerveau enflammé fonctionnant en mode urgence, ce ne sont que des camions maladroits bloquant le carrefour, des obstacles, statiques, stupides, gênant le passage. Les tigres sont énormes. Ils occupent l'espace comme des péniches dans un canal étroit. Leurs conducteurs agissent selon les règles, gardent leur distance, maintiennent la formation. Ils sont prévisibles. Et Vonetsov, sur son autobus, a toujours détesté la prévisibilité, car en ville, elle signifie retard. En ville, il faut chercher des failles, il faut violer la géométrie. Ses mains sur les leviers du T-34 font ce qu'elles ont fait des milliers de fois sur l'immense volant du ZIS. Ce n'est pas du pilotage de char, c'est de la correction intuitive de trajectoire. Il ne tire pas le levier à fond, bloquant la chenille comme on l'apprend à l'instruction. Il joue avec les embrayages, forçant la machine de 30 tonnes à glisser, à se visser dans l'espace. Le sens du gabarit est le 6e sens du conducteur professionnel. Vonetsov sait où finit l'arrière de son char au millimètre près. Il n'a pas besoin de se retourner. Il sent la longueur de la caisse avec sa moelle épinière. Il sait que s'il braque brusquement à gauche maintenant, le galet arrière-gauche passera à 10 cm de la chenille de l'Allemand le plus proche. 10 cm, c'est un gouffre. En ville, ça passait à 5. Le monologue intérieur change de tonalité. La précision militaire disparaît, remplacée par la concentration hargneuse et laborieuse du chauffeur en retard sur son horaire. « Où tu vas, espèce de hangard? Tu vois pas que j'arrive? Allume tes feux, imbécile. Et celui-là, à droite, il va caler. Ça se voit, il a lâché l'embrayage. Il y a une fenêtre. On plonge. » Pour les tireurs allemands, le comportement du char soviétique ressemble à de la folie. Le T-34 n'essaie pas de fuir vers l'arrière, n'essaie pas de se cacher. Il fonce au centre de la formation, là où, selon la logique du combat, il devrait être écrasé par les chenilles. Mais Vonetsov ne voit pas le champ de bataille comme un échiquier, mais comme un carrefour complexe où il faut passer au feu rouge. Ce passage en force n'est pas de la chance, c'est un calcul d'inertie. L'expérience civile dicte une machine lourde ne peut pas s'arrêter instantanément. Un tigre pèse 57 tonnes. Il a une inertie colossale au repos et en mouvement. Pour faire pivoter la caisse, le pilote allemand a besoin de temps pour changer de vitesse, pour faire travailler l'hydraulique, pour vaincre la résistance du sol. Vonetsov connaît cette physique parce qu'il a lui-même conduit des machines lourdes. Il sait que le Tigre est un tramway lié au rail de sa propre masse. Et son 34 est un taxi agile, capable de changer de vecteur de mouvement plus vite que le conducteur de tramway n'aura le temps d'appuyer sur le frein. Les mouvements de Vonetsov deviennent fluides, économes. La crispation disparaît. Il entre dans le flux. Levier vers soi, le char gîte. La chenille raque une motte de terre. La caisse sort de la ligne de mire. Gaz au plancher, le moteur hurle, crachant un nuage de fumée noire, masquant la manœuvre. Il utilise une ruse civile, la fausse feinte. Donner un petit coup à droite pour montrer l'intention de partir sur le flanc. Le tireur allemand tourne son volant à droite par réflexe. Et dans la même fraction de seconde, Vonetsov tire brutalement le levier gauche, jetant le char dans la direction opposée, dans l'angle mort, juste sous le canon de l'ennemi. C'est le style de conduite des rues de Leningrad. L'audace, multipliée par un calcul millimétré. La peur cède définitivement la place à l'excitation professionnelle. C'est le même boulot qu'il a fait toute sa vie. Simplement, les enjeux sont plus élevés.
Au lieu de passagers mécontents et d'une perte de primes, ce sont des obus perforants et une fosse commune. Mais le principe est le même. Tu gères le chaos ou le chaos te gère. Vonetsov choisit la première option. Dans sa tête, il n'y a pas de carte du terrain avec les hauteurs et les creux. Il n'y a qu'un schéma dynamique de vecteurs. Ce tigre-là est un vecteur de menace, mais il est lent. Celui au loin est dangereux, mais sa vue est bloquée par son propre camarade. Donc, la zone de sécurité n'est pas à l'arrière, mais juste sous le nez du premier. Tout contre, si près qu'il ne pourra pas baisser son canon. L'intuition du chauffeur de bus suggère une solution impossible à trouver dans le manuel de combat. Le clinch. En boxe, c'est un moyen de souffler et de lier les mains de l'adversaire. Dans la conduite de bus, c'est un moyen de se faufiler dans un embouteillage en se collant pare-choc contre pare-choc avec le voisin, l'empêchant de manœuvrer. Vonetsov mène le char au clinch. De l'extérieur, cela ressemble à un suicide. Le char fonce droit sur un mur de blindage allemand. Mais à l'intérieur de la cabine, c'est un froid calcul de trajectoire. Vonetsov sent l'arrière déraper dans le virage. La force centrifuge l'écrase contre la paroi, mais il ne lutte pas contre elle. Il l'utilise pour accélérer le pivotement. Flash de mémoire. Hiver 39, verglas sur le pont Liteini. Le bus est parti en dérapage. À l'époque, il n'a pas freiné. Cela aurait été la mort. Il a accéléré et braqué dans le sens du dérapage, transformant une glissade incontrôlée en drift contrôlé. Maintenant, il fait la même chose. 500 chevaux multipliés par la glace des instincts. Le char glisse de côté, éclaboussant de boue, passant à 1 mètre du blindage frontal du Tigre de tête. L'obus allemand passe là où, 1 seconde plus tôt, se trouvait le moteur. Trop tard. L'Allemand est en retard d'1 demi-seconde. Dans la circulation routière, cela équivaut à une éternité. Vonetsov a un rictus, le sourire méchant et carnassier de l'homme qui vient de faire une queue de poisson à la mort elle-même. La base civile, appliquée à la technique militaire, donne naissance à un alliage unique. La tactique cesse d'être une science pour devenir un art. L'art de survivre dans le flux, où chaque véhicule croisé veut te tuer. Le char grille le feu rouge et se retrouve à l'intérieur du cercle. Maintenant, les règles ne sont plus dictées par l'école des blindés allemande, mais par l'expérience du chauffeur de bus, Dimitri Vonetsov. La spirale commence à se resserrer. Le moteur V2 hurle à la limite, crachant vers le ciel une colonne de suie noire. Ce n'est pas un échappement, c'est un écran de fumée, né de la surcharge du système d'alimentation. Le T-34 ne démarre pas en douceur comme à la parade, mais par un bond, comme s'il avait reçu un coup de pied géant au derrière. Les chenilles arrachent la couche supérieure de terre gelée, atteignant l'argile humide et perdent l'adhérence un instant. Le char chasse, mais Vonetsov ne lâche pas les gaz. Au contraire, il enfonce la pédale au plancher, forçant 30 tonnes de métal à se soumettre au vecteur d'inertie. La ligne droite, c'est la mort. C'est un axiome écrit avec le sang de milliers d'équipages brûlés sur l'arc de Koursk et près de Prokhorovka. Sur une trajectoire rectiligne, la vitesse du char moyen soviétique est de 50 km/h. La vitesse de vol de l'obus perforant allemand PZGR-39 est de 1000 mètres par seconde. Dans cette course, le char n'a aucune chance. Il suffit au tireur allemand de prendre une avance d'une demi-longueur de caisse et d'appuyer sur la détente. C'est pourquoi Vonetsov brise la géométrie. Il ne roule pas tout droit. Il commence à dessiner une figure folle, logiquement infondée, qui entrera plus tard dans les manuels sous le nom de spirale. Mais pour l'instant, ce n'est pas une figure. C'est le chaos contrôlé par un seul homme. Coup de levier à gauche, l'embrayage gauche est tiré à fond, la chenille gauche se bloque.
Le char pivote sur place, projetant de la boue en éventail. La caisse n'a pas encore eu le temps de se stabiliser que Vonetsov lâche déjà le levier et tire le droit. La machine pique du nez, la suspension Christie gémit, les ressorts comprimés jusqu'au métal. Impact au sol et nouveau bond. Maintenant en avant, en diagonale. À l'intérieur de la tourelle, on a l'impression d'être dans une centrifugeuse dont l'axe de rotation serait brisé. Vonetsov est ballotté d'une paroi à l'autre. Ses épaules cognent contre l'acier, le casque ne protège pas des coups. Mais il ne sent pas la douleur. Sa conscience s'est rétrécie à un rythme gaz, frein, virage, gaz, frein, virage. C'est un rythme haché, le rythme d'une arythmie cardiaque. Le char tressaille comme un air à vif vivant. Pour un observateur extérieur, les mouvements du 34 ressemblent à une agonie. On dirait que le mécanicien est blessé, aveugle ou devenu fou. La machine s'agite entre les tigres allemands, tantôt accélérant, tantôt se figeant une fraction de seconde pour bondir aussitôt de côté. Mais c'est précisément dans cette folie que réside le système. Vosnetsov trouve intuitivement les angles morts de la formation ennemie. Il ne fait pas que manœuvrer, il se déplace à l'intérieur de leur ordre de bataille. Il viole la règle principale du combat à distance, ne pas s'approcher. Il s'insinue sous la peau. Il réduit la distance à une portée de pistolet. Les Allemands sont désorientés. Les équipages des Tigres sont l'élite de la Panzerwaffe. Ils sont entraînés pour des duels à des distances d'1,5 km ou 2. Ils sont habitués à la guerre de position, au tir sur des cibles attaquant sur un large front. Ils ne sont pas prêts à ce que la cible se retrouve au sein de leur propre formation. Dans l'épiscope, défilent les flancs des machines allemandes avec leurs croix. Ils sont si proches qu'on peut distinguer les soudures et les rivets. Vosnetsov mène le char selon une spirale qui se resserre. Il décrit un arc autour d'un tigre, braque aussitôt et plonge sous le canon d'un autre. À droite, plus sec. Maintenant stop. Une demi-seconde de pause. Gaz. Bonde. Chaque manœuvre est une surcharge. Les mains de Vosnetsov travaillent à une telle vitesse qu'elles se fondent en une tache floue. Débrayer un embrayage latéral sur un T-34 est un travail physique exigeant un effort de 25 kg. Vonetsov le fait toutes les 3 secondes. Les muscles de son dos brûlent, ses tendons craquent. La sueur inonde ses yeux de sel corrosif, mais il n'a pas le temps de l'essuyer. S'il enlève la main du levier ne serait-ce qu'un instant, le char ira tout droit. Et la ligne droite, c'est la mort. Les tourelles allemandes se mettent en mouvement. Les boîtes lourdes et ambuleuses commencent à tourner, essayant d'attraper dans leur viseur l'insupportable mouche russe. Mais elles sont en retard. Vonetsov sent ce décalage, ce retard de réaction. Voici qu'un tigre commence à pivoter vers la gauche. Son canon, une longue aiguille noire, rampe lentement derrière l'arrière du 34. Le tireur essaie d'anticiper. Il a l'habitude que la cible se déplace uniformément. Il calcule le point de rencontre de l'obus et du blindage. Mais au moment où le doigt de l'Allemand se pose sur la détente, Vonetsov pile sur les freins. Le char s'immobilise net. Les chenilles crissent en mordant la terre. L'inertie est annulée instantanément. Coup de feu. L'obus du Tigre passe à 1 mètre devant le nez du T-34, labourant la terre et soulevant une gerbe de mottes gelées. Si Vonetsov avait continué son mouvement, le projectile aurait transpercé le flanc de part en part. Mais il s'est arrêté. Il a trompé les mathématiques de l'ennemi. Et aussitôt, de nouveau les gaz. Le moteur rugit, s'étouffant de gazole. Le char bondit en avant, dans le nuage de poussière soulevé par l'explosion. Il disparaît du champ de vision du tireur pour ressurgir de l'autre côté.
Ce n'est pas une tactique de manuel. Dans le manuel, il est écrit « La manœuvre doit être simple et compréhensible pour l'interaction avec les machines voisines. » Ici, pas de voisins. Ici, pas d'interaction. Ici, il n'y a que l'instinct de survie transformé en trajectoire. Vonetsov ne voit pas tout le champ de bataille. Son champ de vision est limité à l'étroite fente de l'appareil d'observation. Mais il construit l'image du combat dans sa tête. Il se souvient où se trouvait chacun des 12 chars au début. Il tient le compte de leurs déplacements. Le 4e est derrière à droite. Le 5e fait demi-tour. Le 10e est masqué par le 7e. Je peux plonger dans la brèche entre eux. Le char part en glissade. L'arrière chasse. Vonetsov utilise ce dérapage pour faire pivoter la caisse sans perte de vitesse. C'est de la pure maîtrise de conduite transposée sur une machine à chenilles de 30 tonnes. Il conduit le char non comme un tracteur, mais comme un bolide de course sur la glace. Sauf qu'au lieu de la ligne d'arrivée, il y a ici une minute de vie supplémentaire. Les Allemands commencent à devenir nerveux. Les ondes, que Vonetsov n'entend pas, sont certainement saturées d'ordres gutturaux. Ils se gênent les uns les autres. Ils ont peur de tirer parce que leurs propres chars apparaissent constamment sur la ligne de feu. La spirale de Vonetsov les rassemble en un tas, les force à s'agglomérer en une masse informe. La formation se disloque, l'ordre se transforme en mêlée. Et au centre de cette mêlée, à l'épicentre de l'ouragan, s'agite un 34 solitaire. Il est sale, noirci, les ailes abîmées, mais vivant. Il bouge au mépris des lois de la physique et du bon sens. Il écrit sa propre géométrie du combat, courbe, brisée, irrationnelle, mais la seule qui soit juste à cet instant. Le diesel surchauffe. L'aiguille de température d'eau grimpe dans la zone rouge. À l'intérieur du compartiment de combat, il fait chaud comme dans un haut fourneau. Vonetsov respire difficilement, avec un râle. L'air manque. Le monoxyde de carbone des tirs et de l'échappement s'infiltre à l'intérieur. La tête lui tourne. Mais ses mains continuent de travailler. Bond, stop, Bond. La spirale se resserre de plus en plus. Les rayons de virage deviennent extrêmement petits. Le char tourne presque sur une seule chenille, explosant le sol. Vonetsov pousse la machine et lui-même dans un régime de surcharges extrêmes. Il sait, il suffit de régulariser la course, de rendre le mouvement fluide et prévisible, et tout sera fini. C'est pourquoi il continue cette course folle. Une course non pas pour fuir la mort, mais avec elle, à qui perd gagne. Le char se transforme en toupie impossible à arrêter sans la briser. Flash à droite, encore un raté. Les Allemands tirent dans le vide, là où le char aurait dû être selon leurs calculs. Mais il n'y est pas, il est déjà ailleurs. Il a toujours une étape d'avance sur leur réaction. Il est toujours dans le passé pour leurs obus et dans le futur pour leurs viseurs. Dans le présent, il est impossible à attraper. Le combat passe dans une phase de cinématique pure. Il n'y a plus de place pour la psychologie ou la peur. Il ne reste que la mécanique sèche de l'interaction de deux systèmes d'acier. Ce qui se passe sur le terrain est une leçon visuelle de physique appliquée où l'enjeu est la vie. Pour comprendre pourquoi Dimitri Vonetsov est encore en vie, il ne faut pas regarder la bravoure, mais les fiches techniques des machines. Le char lourd allemand Tigre est le sommet de la pensée technique du Reich. 57 tonnes d'acier allié, un puissant canon de 88 mm capable d'atteindre des cibles à l'horizon. Mais toute force a son revers. En combat rapproché, la masse devient une malédiction. La tourelle du Tigre pèse 11 tonnes. Pour faire tourner une telle masse, les ingénieurs allemands
ont installé un système hydraulique complexe fonctionnant à partir de la boîte de vitesse. Au régime maximal du moteur, la vitesse de rotation de la tourelle est de 6 degrés par seconde. 6 degrés. Ce chiffre est une condamnation en combat rapproché. Le T-34 de Vonetsov file sur un cercle de 50 mètres de rayon. La vitesse ondulaire de déplacement du char soviétique par rapport au viseur allemand à ce moment est d'environ 12 degrés par seconde. Les mathématiques sont impitoyables. L'électro-hydraulique du Tigre est physiquement incapable de faire tourner la tourelle plus vite que le T-34 ne change de position dans l'espace. Le tireur allemand voit la cible dans l'optique. Il écrase la pédale de rotation au plancher, entend le hurlement poussif de la pompe hydraulique, mais le réticule du viseur reste à la traîne. Il rampe derrière l'arrière du char soviétique, désespérément en retard d'une demi-longueur. Vonetsov sent ce décalage. Il ne connaît pas les chiffres exacts, il n'a pas lu les manuels allemands, mais il ressent l'inertie de l'ennemi à travers la vibration du plancher et le sifflement des obus passant à côté. Lourd, il n'a pas le temps. Le canon avance comme l'aiguille des heures, et moi, je vole comme la seconde. L'essentiel est de ne pas rompre la distance. Si je m'éloigne à 200 mètres, la vitesse angulaire chutera et il m'aura. Il faut rester collé à lui, dans la zone morte. Les obus des tigres déchirent la terre là où le 34 était une seconde plus tôt. C'est du tir sur un fantôme. Les tireurs allemands, habitués aux tables balistiques et aux corrections pour un mouvement linéaire, ne peuvent pas s'adapter à la spirale. Leur cerveau et leur mécanisme fonctionnent avec retard. Le temps que le signal aille de l'œil du tireur aux mains, que les mains transmettent l'ordre au mécanisme, que les 11 tonnes de blindage commencent à bouger, la cible s'est déjà décalée de 10 mètres vers la gauche. Vonetsov vit dans cet intervalle temporel. Il danse entre l'impulsion et la réaction. À l'intérieur de la cabine du T-34, les conditions cessent d'être compatibles avec la vie. La température de l'air monte vers 50 degrés. Le diesel V2, tournant à plat régime, a chauffé la cloison moteur au rouge. Le système de refroidissement ne suit pas. L'huile bout. Vonetsov est assis dans cet enfer, trempé jusqu'aux os. Sa vareuse est devenue une seconde peau collée à son corps. La sueur inonde ses yeux. Le sel acide ronge les muqueuses. Mais il ne peut même pas cligner des yeux. Ses mains sont la seule interface de commande de la machine. Sur le T-34, il n'y a pas de cerveau-commande. Pas d'amplificateur hydraulique qui aide le conducteur allemand à tourner le volant avec 2 doigts. Ici, la liaison mécanique est directe. Pour débrayer l'embrayage latéral et forcer le char à tourner, il faut vaincre la résistance de puissants ressorts. C'est l'effort d'un haltérophile à l'arraché. Et Vonetsov fait ses arrachés en continu. La peau de ses paumes a éclaté il y a 5 minutes. Les leviers sont glissants de sang et de sueur. Chaque mouvement se répercute par une douleur aiguë dans les avant-bras et les épaules. Les muscles sont gorgés d'acide lactique, tétanisés par les crampes. Les doigts sont recroquevillés, ils ne se déplient plus, transformés en crochets vivants soudés au métal. La force centrifuge lors des virages brusques écrase le corps contre la paroi. Les côtes craquent sous les chocs contre les saillies rigides du blindage. Vonetsov est secoué comme une poupée dans une boîte de conserve que l'on frappe à coups de pied. Le casque glisse, les écouteurs appuient sur les tempes. Mais il ne remarque pas la douleur. La douleur est un signal de dommage à l'organisme. Et pour l'instant, l'organisme, c'est le char. Tant que les chenilles sont entières et que le moteur tourne, il n'y a pas de douleur. Tiens les tours, ne relâche pas. Si tu relâches, tu perds l'inertie. Si tu perds l'inertie, tu deviens une cible. À droite, sec. Maintenant, gaz. Le moteur rugit comme une bête blessée. Dans ce rugissement,
Vonetsov n'entend pas simplement le bruit de la combustion du carburant, mais la voix de la machine. Il entend claquer les soupapes, hurler les pignons des réducteurs. Il sait que la transmission travaille à l'usure. Les dents des engrenages s'effritent, le métal fatigue. Mais l'acier soviétique, grossier et sans prétention, tient des charges qui auraient détruit la mécanique allemande raffinée. Le Tigre est une machine pour une guerre idéale. Le T-34 est une machine pour la guerre réelle. Vonetsov utilise le relief du terrain comme un élément de protection supplémentaire. Le champ n'est pas parfaitement plat. Il y a des microplis, des cratères, des bosses. Quand le char plonge dans une petite dépression, il disparaît des viseurs une fraction de seconde. Quand il bondit sur une bosse, il expose son ventre mais change l'angle vertical. Les canons allemands ont une vitesse de pointage verticale limitée. Ils n'ont pas le temps de lever et baisser les tubes pour suivre la cible bondissante. C'est un duel en 3 dimensions. Vonetsov manœuvre non seulement dans le plan gauche-droite, mais aussi dans le plan haut-bas, utilisant chaque centimètre de terre inégal. De l'extérieur, on dirait que le mécanicien a perdu la raison. Le char dessine sur le sol des 8, des boucles, des zigzags. Les chenilles arrachent l'herbe, projetant des mottes de boue sur le blindage des chars allemands. La distance est si faible que l'échappement du T-34 encrasse l'optique des Tigres. C'est un corps à corps devenu lutte au sol. Vonetsov se frotte délibérément aux flancs des ennemis. Il utilise leur corps massif comme bouclier. Le Tigre, au loin, ne peut pas tirer sur lui car son propre chef de peloton est sur la ligne de mire. Les Allemands tournent leur tourelle en panique. Leur système de feu coordonné s'est effondré. Au lieu de fusiller méthodiquement la cible, ils sont obligés de jouer à chat avec une machine qui viole toutes les lois de la balistique. Leur hydraulique hurle, en surchauffe. Leur tireur jure, perdant la cible dans les oculaires. Et Vonetsov continue son travail. Un travail de conducteur lourd, sale, sanglant. Il fait tourner ce carrousel infernal, non pour la gloire, mais pour la physique. Tant que la vitesse ondulaire de son char est supérieure à la vitesse de rotation de la tourelle allemande, il est immortel. Dans l'épiscope, défile à nouveau une croix noire sur un blindage gris. Pro-près, quelques mètres avant l'impact. Vonetsov ne freine pas. Il braque le levier, lançant le char dans un dérapage contrôlé. L'arrière du T-34 racle le flanc du Tigre dans un fracas métallique. Le choc ébranle la machine, arrache la caisse à outils, froisse l'aile. Mais la chenille est intacte. Contact, vivant. On continue. Ne pas s'arrêter. Le mouvement, c'est la vie. 12 canons le cherchent. 12 tireurs essaient de résoudre le problème de la rencontre de 2 vecteurs. Mais l'équation de Vonetsov a trop de variables. Et la variable principale ici est la volonté de l'homme multipliée par la puissance limite du moteur. Le temps se brise. Au cinéma, un combat de chars est un montage d'éclairs brillants durant quelques minutes. Dans la réalité, c'est un travail visqueux, monotone, qui suce la vie goutte à goutte, transformant les secondes en heures. Le chronomètre dans la tête de Vonetsov s'est arrêté. Il lui semble qu'il tourne ce maudit volant depuis une éternité. 13 minutes. Pour la vie civile, ce n'est rien. Le temps de fumer une cigarette, d'attendre le tramway, de lire une brève dans le journal. Ici, dans le cercle de feu, 13 minutes sont 13 années de bagne. Chaque seconde a le poids d'un plombage. Chaque seconde est rachetée par un coup de levier convulsif et un litre de sueur. L'organisme du mécanicien lâche avant le métal de la machine. À l'intérieur du poste de pilotage, l'air est irrespirable. La ventilation ne parvient pas à évacuer les gaz de poudre qui s'infiltrent depuis le compartiment de combat et les gaz d'échappement aspirés par les fentes. La concentration de monoxyde de carbone est critique. Des cercles multicolores flottent devant les yeux de Vonetsov.
Un marteau-pilon frappe dans ses tempes. La nausée monte à la gorge, signe certain d'une intoxication aiguë. Mais ses mains continuent de bouger. Ce n'est plus un contrôle conscient, c'est la mémoire musculaire, gravée dans le sous-cortex. Le cerveau déconnecte les fonctions inutiles. L'ouïe s'émousse, la vision devient tunnel, la notion du temps disparaît. Il ne reste que le réflexe. Flash, bond, ombre, frein. Le corps se transforme en appendice biomécanique de la transmission, un joint entre le siège et les leviers. Le char T-34 est usé jusqu'à la corde. Les embrayages patinent. Les disques sont usés presque jusqu'au métal, dégageant une puanteur âcre de garniture brûlée. À chaque changement de vitesse, la boîte hurle comme si on la coupait à vif. Les chenilles se sont détendues. Les axes d'acier reliant les maillons sortent sous l'effet des charges latérales monstrueuses lors des virages. Si un axe saute, la chenille déraille et le char se transforme en bien immobilier. La mort. Vonetsov entend ce cliquetis dangereux des chenilles. Il sent la machine perdre sa précision de conduite. Elle devient molle, cotonneuse. Pour tourner, il faut maintenant peser de tout son corps sur les leviers, en s'arc-boutant contre la plaque de blindage avant, en travaillant à s'en rompre l'aorte. Et dehors, c'est le chaos. Les 12 tigres allemands ont définitivement perdu leur formation. L'ordre allemand idéal s'est transformé en tas de ferraille. Ils tournent sur un mouchoir de poche, bloquant mutuellement leurs lignes de tir. Vonetsov les a acculés dans une impasse situationnelle. Il voit dans l'épiscope la tourelle du tigre le plus proche tressauter et se figer. Le tireur a peur d'appuyer sur la détente, car dans le viseur, derrière l'arrière du char soviétique, se profile le flanc de son commandant. Ils ont plus peur de leurs propres obus que de la manœuvre russe. Cette peur paralyse leur volonté. Vonetsov utilise leur confusion comme carburant. Il plonge dans les intervalles entre les carcasses d'acier, se frottant littéralement au flanc. Le grincement du métal contre le métal couvre le rugissement des moteurs. La peinture brûle par friction. Les étincelles tombent en pluie. À un moment donné, l'un des Allemands craque. Les nerfs lâchent. Le coup part presque à bout portant, mais l'obus passe trop haut, ricochant sur le bord supérieur de la tourelle du T-34. Un choc d'une force monstrueuse. Le char est projeté comme un tonneau vide. Vonetsov se cogne la tête contre l'épiscope. Le noir. Une fraction de seconde, la conscience s'éteint. Mais la douleur le ramène. Il sent le goût du sang dans sa bouche, lèvres éclatées. Les mains, agissant plus vite que la raison, redressent la machine. Le moteur n'a pas calé, c'est le principal. Vivant, on roule. Un tour, encore un tour. Tenir. Il ne comprend déjà plus pourquoi il fait cela. L'objectif s'est brouillé. La survie est devenue une fin en soi. Il ne peut tout simplement pas s'arrêter, comme le cœur ne peut s'arrêter tant qu'il y a du sang dedans. C'est l'inertie de la vie. 13e minute de combat. La limite. Les forces sont épuisées. Les doigts ne serrent plus, tétanisés en forme de poignée. Les jambes tremblent violemment, ratant les pédales. Vonetsov sent un voile noir couvrir sa vue. C'est l'évanouissement, la fin. Il va s'effondrer le visage sur le tableau de bord, le char va s'arrêter, et une seconde plus tard, 88 mm d'acier mettront le point final. Mais à cet instant, le paysage sonore du combat change. À travers le hurlement des transmissions allemandes et le crépitement des mitrailleuses, perce un nouveau son, bas, guttural, lourd. Ce n'est pas le claquement sec d'un canon de char, c'est le tonnerre d'un calibre d'obusier. La terre tremble si fort que le T-34 saute en marche. À droite, à une centaine de mètres, la tourelle de l'un des tigres est arrachée de son chemin de roulement
comme le bouchon d'une bouteille. La structure de plusieurs tonnes vole en l'air en tournoyant et retombe avec fracas dans la boue. Une colonne de flammes haute comme une maison jaillit de la caisse. Vosnetsov cligne des yeux, essayant de focaliser son regard. À travers le voile trouble de l'épiscope et les volutes de fumée, il voit l'horizon. Là-bas, sur la crête de la colline, se tiennent des silhouettes trapues et prédatrices. Formes taillées à la hache, absence de tourelles, longs canons pointés droit au cœur de la mêlée allemande. SU-152, les tueurs de fauves, y sont arrivés. Encore une salve. Un obus pesant une 50aine de kilogrammes frappe le blindage frontal d'un deuxième Tigre. Le blindage n'est pas percé, il est défoncé. L'énergie cinétique de l'impact est telle que les munitions détonnent à l'intérieur de la machine allemande. Une deuxième torche s'allume sur le champ. Les canons automoteurs soviétiques, l'artillerie lourde sur chenilles, sont sortis en tir direct. Ils marchaient au bruit du combat, au son de ce carrousel dément. Et ils sont arrivés à temps. Les équipages allemands, jusqu'alors occupés à chasser le lièvre solitaire, se sont soudainement transformés en gibier. La panique change de vecteur. Les tigres commencent à tourner maladroitement pour faire face à la nouvelle menace, exposant leurs flancs vulnérables et leur arrière au feu des automoteurs. Pour Vosnetsov, c'est le signal. Arrivé. La course est finie. La tension qui le tenait comme une corde raide ces 13 dernières minutes se rompt. L'adrénaline part, laissant derrière elle le vide et une fatigue monstrueuse. Il lève le pied de l'accélérateur, le moteur baisse de régime, passant à un ronronnement régulier et apaisant. Le char ralentit. Il sort de la zone de mort, laissant derrière lui les machines allemandes en flammes et ses sauveurs qui achèvent méthodiquement l'ennemi. Vosnetsov se renverse sur le dossier du siège. Ses mains glissent des leviers et tombent comme des masses sur ses genoux. Elle tremble si fort qu'il ne peut serrer le poing. Dans sa tête, le vide. Ni joie, ni triomphe. Seulement un sentiment sourd et lourd. Le silence. Même le fracas des canons dehors semble lointain, irréel. La bataille principale, celle de sa volonté contre son corps, est terminée. Il a tenu. Il a déjoué le temps. 13 minutes qui valaient toute une vie. Il ferme les yeux. L'obscurité sous ses paupières pulse en rouge. Il respire, happant par la bouche l'air vicié, et chaque inspiration semble la plus délicieuse au monde. Le char s'immobilise. Le conducteur dort-il? Non. Le conducteur a simplement cessé d'être une partie du mécanisme et est redevenu un homme. Un homme mortellement fatigué. Le silence. Il s'abat comme une lourde couverture de ouate, écrasant le champ fumant contre la terre. Après 13 minutes d'enfer acoustique ininterrompu, où les décibels déchiraient les tympans, ce silence semble artificiel, presque physiquement douloureux. On n'entend que le craquement du métal qui refroidit et le chuintement de l'huile tombant sur les tuyaux d'échappement brûlants. Quelque part au loin, les munitions finissent de brûler dans la carcasse d'un tigre. Des claquements sourds et gutturaux, semblables à la toux d'un géant mourant. Le champ de bataille s'est figé. Ce n'est plus une arène de gladiateurs, mais une scène de crime attendant les criminalistes. Et ils arrivent. Une demi-heure plus tard, alors que les forces principales se sont établies sur la ligne, une Willys s'approche du lieu de l'affrontement. Des hommes en manteau d'état-major en sautent. Ce n'est pas l'infanterie habituée à pétrir la boue avec ses bottes. Ce sont des analystes, le service opérationnel, les ingénieurs techniques. Leur travail est de transformer le chaos de la guerre en lignes sèches de rapports et en schémas. Mais ce qu'ils voient devant eux ne rentre dans aucun schéma standard. La terre est labourée comme si un mixeur géant était passé par là.
l'herbe est arrachée jusqu'à l'argile. La terre noire est mélangée à la neige et à la suie. Mais dans ce chaos, un œil exercé commence à distinguer une macabre régularité. Un capitaine ingénieur, accroupi, passe la main sur une ornière profonde. C'est la trace du 34. Elle n'est pas droite. Elle est courbée selon un angle incroyable. Le capitaine se lève et suit la trace, comme un chien de chasse. La trace fait un brusque bond à gauche, décrit un arc, refermant presque le cercle, et s'interrompt soudain par des trous profonds, endroit où le char a pivoté sur place, mordant le sol. « Vous voyez ça ?» demande-t-il doucement, ne s'adressant à personne en particulier. « Regardez les rayons. » À côté, comme des falaises, noircissent les carcasses de 12 tigres. Ils sont disposés de manière chaotique, les canons regardant dans différentes directions, certaines tourelles tournées vers l'arrière. Les traces de leurs larges chenilles racontent une histoire de panique. Profondes ornières sur place, traces de dérapage, tentatives de demi-tour. Les lourdes machines allemandes ont piétiné sur place, se gênant les unes les autres. Et entre elles, comme un fil cousant des lambeaux, serpente la trace d'une seule et unique machine soviétique. Les officiers d'état-major regardent ce tableau avec une stupeur muette. Sur la carte à l'état-major, cet endroit était marqué d'un ovale rouge. Concentration de blindés ennemis. Selon toutes les lois de la tactique, un char moyen solitaire tombé dans cet ovale aurait dû exister exactement le temps nécessaire à un obus pour parcourir 500 mètres. 1 seconde, 1,5. Mais ici, sur la Terre, une autre géométrie est tracée. La géométrie de l'impossible. Les traces du T-34 passent à 1 mètre des flancs des tigres brûlés. À certains endroits, sur le blindage des chars allemands, on voit de la peinture arrachée et des bosses, traces de contact physique. Le capitaine ingénieur secoue la tête. Il sort un carnet, mais n'écrit pas. Il regarde simplement. « Il ne fuyait pas », dit-il sèchement, constatant le fait. Il allait au contact. Il travaillait à l'intérieur de leur ordre. Cette découverte brise les stéréotypes. Dans les académies, on apprend à utiliser les plis du terrain, à tirer depuis des distances maximales, à travailler en embuscade. Personne n'apprend à foncer au centre de la meute ennemie. C'est considéré comme du suicide. Mais les traces dans la boue prouvent le contraire. Le suicide était de rester à distance. La survie a été assurée par une audace extrême. Au centre de ce motif dément se trouve l'auteur même du triomphe de la physique sur la mort. Le char T-34. Il a l'air d'être passé sous une presse. L'aile gauche est arrachée, la droite froissée en accordéon. Sur la tourelle, un profond sillon de ricochet. Le métal à cet endroit a bleui sous la température de l'impact. L'antenne est coupée par un éclat. Le blindage est couvert d'une couche de suie et de boue d'une telle épaisseur qu'il est impossible de déchiffrer le numéro tactique. La machine est silencieuse. Moteur coupé, trappe fermée. Des sanitaires et des mécaniciens du bataillon de réparation courent vers le char. Ils frappent avec une crosse sur le blindage. Le son est sourd, pas clair. « Hé, y a quelqu'un de vivant ?» crie un sergent, collant son oreille contre l'acier froid. Pas de réponse. Les mécaniciens grimpent sur le blindage. La serrure de la trappe du pilote est coincée. La coque s'est probablement déformée sous les coups. Il faut utiliser un pied de biche. Le fer grince, résiste, mais cède. La trappe bascule avec fracas. De l'ouverture sombre s'échappe un nuage de vapeur. L'odeur à l'intérieur est lourde, un mélange de sueur, de sang, d'excréments et de monoxyde de carbone. En bas, dans la pénombre du poste de pilotage, un homme est assis. Il ne bouge pas. Ses mains reposent encore sur les leviers, les doigts recroquevillés comme s'ils faisaient partie du métal. La tête penchée sur la poitrine. « Vivant !» crie le mécanicien après avoir pris le pouls au cou. Pouls présent, mais filant. « Amenez le brancard !»
L'évacuation du conducteur est une procédure complexe. Le corps de Vonetsov est mou. Les muscles qui ont travaillé à la limite de la rupture pendant 13 minutes ont maintenant perdu leur tonus. Il est lourd comme un sac de sable. On le tire par les bretelles de sa combinaison, avec précaution, pour ne pas endommager la colonne vertébrale. Quand on le sort à la lumière, les officiers reculent involontairement d'un pas. Dimitri Vonetsov ne ressemble pas à un héros d'affiche. Il ressemble à un homme qu'on a passé au hachoir, mais dont on a oublié de tourner la manivelle jusqu'au bout. Visage gris, couvert d'une croûte de suie sous laquelle blanchissent des sillons de sueur. Les yeux sont ouverts, mais le regard est défocalisé. Il regarde à travers les gens, à travers le ciel, quelque part dans le vide. Les pupilles sont dilatées au maximum. Il est sourd. La commotion et le bruit monstrueux du diesel dans l'espace clos ont éteint son ouïe. Il voit les lèvres des officiers bouger, mais pour lui, le monde est maintenant un film muet. Ses mains tremblent. Ce n'est pas le tremblement de la peur, c'est le trémor du surmenage. Les doigts sont figés en forme de prise de levier, et les sanitaires doivent faire un effort pour les déplier. La peau des paumes est arrachée jusqu'à la chair. Le sang a séché en se mêlant au mazout. On le met sur ses pieds, mais il tombe. L'appareil vestibulaire a lâché après des centaines de virages brusques et de rotations. La terre tourne encore sous ses pieds, continuant cette spirale folle. Les sanitaires le soutiennent par les bras. « De l'eau !» râle quelqu'un. On porte une gourde aux lèvres de Vonetsov. Il prend une gorgée, s'étouffe, tousse. L'eau coule sur son menton, lavant la boue. Cette gorgée relance la vie. Le regard commence à s'éclaircir. Il voit des visages, il voit des épaulettes, il voit le ciel, gris, bas, un ciel de Mars qu'il n'espérait plus revoir. Le capitaine ingénieur s'approche. Il regarde le conducteur avec un étrange mélange de pitié et d'intérêt scientifique. Il comprend qu'il a devant lui un phénomène. Un homme qui est allé au-delà des caractéristiques techniques de l'organisme pour tirer de la machine ce que les concepteurs n'y avaient pas mis. « Comment ?» demande l'un des officiers d'état-major en regardant le champ jonché de cratères et de cadavres de machines. Comment a-t-il survécu là-dedans? C'est une boucherie. L'ingénieur se tourne vers le schéma des traces au sol. « Ce n'est pas de la chance, camarade colonel, » dit-il fermement. « Regardez le dessin. Il n'y a pas de panique ici. Il y a du calcul. Il changeait constamment de vecteur. Il les tenait sous pression. C'est une nouvelle tactique. On installe Vonetsov sur le brancard. Il ferme les yeux. Il se fiche de ce que disent ces gens. Il se fiche de ce qu'il voit sur le sol. Pour eux, ce sont des traces de chenilles, des graphiques, des angles. Pour lui, c'était juste une route, une très mauvaise route, très dangereuse, qu'il fallait parcourir jusqu'au terminus. À côté, on sort par la trappe de tourelle les corps des autres membres de l'équipage. Ils sont morts. Vonetsov ne le voit pas, mais il le sait. Il a senti leur silence dans son dos tout ce temps. Maintenant, il est seul. Vraiment seul. Même parmi les siens. Le silence se referme à nouveau sur le champ. Mais maintenant, c'est un silence de compréhension. La guerre, brute et impitoyable, a cédé la place pendant 13 minutes aux mathématiques supérieures. Et la preuve de ce théorème gît maintenant sur un brancard, couverte d'un manteau, tremblant d'un froid qui vient de l'intérieur. Les officiers s'écartent, mais l'ingénieur reste près du char. Il sort un mètre ruban et commence à mesurer la distance entre les traces. Il comprend. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui doit être documenté. Pas pour les archives, pas pour une décoration, mais pour les manuels. Parce que cette trace, sale et brisée dans la boue printanière, est la clé de la survie de centaines d'autres équipages.
Vonetsov a fait une découverte. Il a trouvé une vulnérabilité dans le blindage de la machine de guerre allemande. Et cette vulnérabilité n'est pas dans l'acier, mais dans le temps de réaction. L'ambulance démarre, emmenant le conducteur vers l'arrière. Les roues pétrissent la même boue que les chenilles déchiraient tout à l'heure. L'histoire d'un combat est terminée. L'histoire d'une légende commence. Mais Vonetsov lui-même n'a pas la tête aux légendes. Il voudrait juste se réchauffer et que ses mains arrêtent de trembler. Et que cesse de résonner dans ses oreilles ce hurlement infini et déchirant du diesel à plein régime. Quant au T-34, il reste au milieu du champ. Un morceau de fer en train de refroidir qui, grâce à la volonté d'un seul homme, a eu une âme pendant un court instant. La guerre est une machine géante à détruire les ressources. Habituellement, l'expérience y meurt avec son porteur. L'équipage brûle, et les connaissances uniques acquises dans les dernières secondes de vie se transforment en cendres sans avoir pu devenir le bien d'autrui. L'erreur de l'un devient l'erreur de milliers. Mais le cas de Dimitri Vosnetsov fut une exception. Il y a eu un bug dans le système d'entropie. L'expérience a survécu. Juste après le combat, pendant que le mécanicien conducteur était au bataillon médical, revenant à lui après sa grave commotion, une commission technique travaillait sur le lieu de l'affrontement. Ingénieurs et tacticiens ont transféré le dessin chaotique des traces du champ boueux sur du papier millimétré. Ce qui ressemblait à de la folie a pris sur les plans la structure d'un modèle mathématique rigoureux. Des messages chiffrés ont volé vers les états-majors. Les rapports portaient la mention « urgent ». Le commandement des troupes blindées, habituellement inerte face aux initiatives de la base, a réagi cette fois avec une rapidité effrayante. La raison était simple. Les pertes. Le printemps 1944 exigeait une offensive, et les chars lourds allemands restaient un problème sérieux. Il fallait un antidote. Bon marché, ne nécessitant pas le rééquipement des usines, accessible à n'importe quel sergent. Et l'antidote fut trouvé. Une semaine plus tard à peine, d'étranges exercices commençaient sur les polygones de l'arrière. Au lieu du tir habituel à l'arrêt et du mouvement en colonne, les instructeurs forçaient les élèves à faire ce pourquoi on les envoyait auparavant au cachot. Rompre la formation, se rapprocher au contact, faire des 8. Les vieux colonels, éduqués au règlement des années 30, se prenaient la tête entre les mains. Il leur semblait que c'était l'anarchie, une violation de la discipline de rang. Mais la pratique est le critère de la vérité. On a sorti sur le polygone un tigre capturé près de Leningrad. On y a mis un équipage expérimenté, connaissant les capacités de la machine. Contre lui, on a lâché un T-34 ordinaire, avec pour mission survivre en combat rapproché en utilisant la méthode Vosnetsov. Le résultat a choqué les sceptiques. La tourelle allemande n'arrivait pas à suivre. Le char soviétique, changeant continuellement de vecteur de mouvement et travaillant en anticipation de l'inertie ennemie, restait invulnérable pendant 10 minutes de combat simulé. 10 minutes, c'est une éternité. Pendant ce temps, en combat réel, on aurait pu passer 3 fois dans le dos et fusiller le compartiment moteur. La tactique a reçu une désignation officielle. Dans les circulaires secrètes, elle passait sous le nom de « manœuvre à rayon variable dans la zone de destruction des blindés lourds ». Mais dans les troupes, dans les cagnats enfumés et les classes d'instruction, un autre nom, non officiel, s'est imposé. Court et méchant. La spirale. Ou la boucle de Vonetsov. Ce n'était pas de la magie. C'était un mode d'emploi de la physique. Des modifications ont été apportées au manuel. Le texte était sec, dénué d'émotion, mais derrière chaque ligne se tenait la sueur sanglante d'un chauffeur de bus. En cas de contact avec des forces ennemies supérieures à une distance inférieure à 400 mètres, le mouvement linéaire est interdit.
Il est recommandé d'entrer dans l'ordre de bataille ennemi, suivi d'une manœuvre en spirale resserrée. Maintenir une vitesse angulaire de déplacement par rapport au canon ennemi d'au moins 12 degrés par seconde. Des milliers de jeunes gars, tractoristes et écoliers d'hier, apprenaient ces chiffres par cœur. On leur expliquait « Ton char n'est pas une cible. Ton char est une toupie. Tant que tu tournes, tu vis. Tu t'arrêtes, tu meurs. » L'adoption fut difficile. Casser la psychologie est dur. Le tankiste a peur d'aller au casse-pipe, peur de réduire la distance quand l'instinct crie « fuis ». Mais les statistiques, la plus cynique des sciences, ont commencé à porter leurs fruits dès mai 1944. Les chiffres secs des rapports qui atterrissaient sur les bureaux à Moscou parlaient plus fort que n'importe quel slogan. Dans les unités où l'on avait introduit l'entraînement à la spirale, la courbe des pertes de chars moyens dans les combats de rencontre a commencé à descendre. Pas brutalement, pas en chute libre, mais sûrement. 22%. C'est exactement de combien a augmenté la survie des équipages de T-34 dans les affrontements directs avec des tigres et des panthères lors de la première étape de mise en œuvre. Dans certains régiments de la garde, où les instructeurs étaient des vétérans maîtrisant la méthode à la perfection, ce chiffre atteignait 37%. 37%. Derrière ces fractions abstraites se cachaient des centaines de personnes vivantes. Des centaines de lettres arrivées à la maison au lieu d'avis de décès. Des centaines de mères qui ont revu leurs fils. Des centaines d'enfants nés après la guerre. Dimitri Vosnetsov, sans le savoir, n'a pas seulement sauvé sa peau. Il a donné un outil à l'armée. Il a transformé son intuition, son expérience civile de la conduite dans une ville surpeuplée, en un standard militaire. Ce qui était une improvisation du désespoir est devenu un système. Les analystes allemands ont aussi remarqué le changement. Dans les rapports interceptés de la Wehrmacht, on trouvait de plus en plus souvent des plaintes concernant le comportement illogique, fanatique et chaotique des tankistes russes. Les tireurs allemands, habitués à travailler comme au stand de tir, étaient perdus. Leur fameuse optique Zeiss, au grossissement magnifique, devenait inutile quand la cible s'agitait juste sous leur nez, remplissant tout le champ de vision de blindage sale. L'efficacité des chars lourds ennemis a baissé. Ils ont cessé d'être les maîtres absolus du champ de bataille. Désormais, chaque tigre savait. S'il laissait approcher un 34 trop près, un carrousel infernal commencerait, où la masse et le calibre perdent face à la vitesse et à la manœuvre. La guerre évoluait. Elle devenait plus rapide, plus dure, plus technique. Et dans les fondations de cette évolution reposait un seul et unique combat de Mars, où un chauffeur de bus avait décidé de contester les lois de la probabilité. Vonetsov lui-même, après l'hôpital, est retourné en service, mais plus en première ligne. Les médecins l'ont interdit. Trop forte commotion, problème d'appareil vestibulaire. On l'a envoyé à l'arrière, comme instructeur dans un régiment école. Il se tenait devant les rangs de recrues, maigre, les tempes grisonnantes à 30 ans, les mains tremblant légèrement. Il ne savait pas bien parler. Il n'utilisait pas les mots « patrie »,« devoir », « héroïsme ». Il prenait une craie et dessinait une ligne courbe sur le tableau noir. « Un char, ce n'est pas de la ferraille », disait-il d'une voix calme et sourde. « Un char, c'est une centrifugeuse. Votre tâche est de faire en sorte que le Fritz dans sa tourelle ait envie de vomir tellement vous tournez vite. Retenez bien, la route droite ne mène qu'au cimetière. » Il leur apprenait à sentir les gabarits. Il leur apprenait à écouter le moteur. Il leur apprenait qu'il ne faut pas tirer les leviers, mais les sentir comme le prolongement de ses propres bras. Il leur transmettait son gène de survie, et ils absorbaient. Ils partaient au front, et là-bas, dans les champs polonais, dans les rues des villes allemandes, quand la mort les regardait en face par la gueule noire d'un calibre 88,
Ils se souvenaient de cette ligne courbe sur le tableau. Et leurs mains, d'elles-mêmes, sans participation du cerveau, arrachaient l'embrayage, jetant la machine dans un virage salvateur. Les statistiques de sauvetage ont continué de fonctionner jusqu'à Berlin. 1945. Mai. Le fracas qui a déchiré l'Europe pendant 4 ans s'interrompt. Le silence s'installe. Pour certains, c'est le temps de la fête, des feux d'artifice et des larmes. Pour Dimitri Vosnetsov, c'est le temps du changement de régime. Comme un mécanicien coupe le moteur après un quart difficile, il éteint la guerre en lui. Tour de clé, clic de l'interrupteur. Système hors tension. La démobilisation se passe de manière banale. Il rend le matériel de l'État, le casque imprégné de sueur et de sel, le pistolet tété, la sacoche. En échange, il reçoit des papiers et un billet de train. Pas de pompe. L'héroïsme reste dans les feuilles de récompense, classé dans les dossiers des archives d'état-major. Ce n'est pas un as du combat de char, ni l'auteur de la manœuvre tactique qui revient à la vie civile, mais simplement un homme aux mains calleuses et aux cheveux prématurément gris. Leningrad l'accueille avec ses ruines et ses chantiers. La ville panse ses plaies. Vonetsov retourne au même parc automobile qu'il avait quitté en 1941. Le chef de garage, un vieux type voûté, regarde son livret militaire, puis son visage. Il ne pose pas de questions, il fait juste un signe de tête vers le coin du hangar. « Prends la machine. ZIS 16. Un peu vieux, mais le train de roulement a été refait. » Vonetsov s'approche du bus. Carrosserie aérodynamique, phare semblable à des yeux bienveillants, siège usé. Ce n'est pas un char, pas de blindage, pas de canon, mais l'odeur est la même. Odeur d'essence, de graisse, de caoutchouc et de poussière. C'est l'odeur du travail. Il enlève sa vareuse. Il met une chemise simple, une veste, une casquette. Ce rituel de changement de vêtements est plus important que n'importe quelle parade. Il enlève le rôle de tueur et endosse à nouveau le rôle de transporteur. Il s'assoit au volant, les mêmes mains qui, il y a 1 an et demi, s'arrachaient la peau sur les leviers d'embrayage, tirant d'une machine de 30 tonnes des pirouettes surnaturelles, se posent maintenant sur la bakélite lisse et chaude du volant. Ses mains se souviennent de la vibration du diesel à plein régime, se souviennent du recul du calibre 88 frappant de face. Mais maintenant, leurs mouvements sont fluides, doux. Premier trajet, ligne numéro 7, perspective Nevski, île Vassilievski. Vonetsov débraye. Le pied, habitué à écraser la pédale dure du char avec une force de 70 kg, travaille maintenant en filigrane, dosant l'effort au gramme près. Le bus démarre doucement, sans à-coups. Les passagers dans le salon n'ont même pas oscillé. Pour eux, il n'est qu'un dos en veste. Juste un chauffeur qui les emmène à l'usine, à l'école, au magasin. Il voit sa nuque, voit ses yeux dans le rétroviseur. Des yeux fatigués, attentifs. Aucun d'eux ne devine que cet homme voit la rue différemment. Là où un chauffeur ordinaire voit un carrefour, Vonetsov voit un secteur de tir. Là où les autres voient un bouchon, il voit une impasse tactique. Son regard scanne automatiquement l'espace, évalue les menaces, calcule les trajectoires. C'est une déformation professionnelle qui ne se soigne pas. L'habitude de survivre s'est incrustée dans le sous-cortex. Parfois, dans le trafic dense, quand un chauffard en camionnette coupe brusquement la route au bus, la main droite de Vonetsov a un soubresaut. Réflexe fantôme. Le corps veut tirer le levier, jeter la machine en dérapage, sortir de la ligne de choc, présenter le blindage frontal. Mais il n'y a pas de blindage, et il n'y aura pas de choc.
Vonetsov prend une grande inspiration. La main revient sur le volant. Il freine doucement. Pas de colère, pas de cri. Juste le calcul froid de la distance de freinage. Au fumoir du parc auto, les gars racontent souvent des histoires. Qui a combattu où? Combien de frites ils ont descendu? Ils racontent fort, avec des jurons, embellissant les détails, agitant les bras. Vosnetsov se tait. Il est assis à l'écart, fume une Bellomore, plisse les yeux au soleil. On lui demande « Et toi, Mitrich, t'étais où? Sur quel front ?» Il secoue sa cendre, répond brièvement, à contre-cœur. « Dans les blindés, mécanicien. »« Et c'était comment? Vous avez brûlé ?»« Du boulot, dit-il. Un boulot sale, lourd. On trimbalait de la ferraille. » Il ne dit pas un mot de plus. Pas de récit sur la spirale. Pas d'histoire sur les 12 tigres. Aucune mention du fait que sa tactique est maintenant étudiée dans les académies militaires. Pourquoi? Les mots dévaluent l'expérience. Les mots transforment les mathématiques sanglantes du combat en un roman d'aventure bon marché. Et il ne veut pas être un héros de roman. Il connaît le prix qu'il a payé pour ces 13 minutes de gloire. Le prix, c'est le silence dans le casque. C'est l'équipage mort dans son dos. C'est l'odeur de chair brûlée qu'il a poursuivi dans ses rêves pendant 1 an, encore après la guerre. Pour Vosnetsov, l'héroïsme n'est pas une médaille sur la poitrine. L'héroïsme, c'est quand tu as fait ton travail de sorte que personne n'est mort. Et si quelqu'un est mort, c'est que tu n'as pas assez bien travaillé. Il n'y a pas de quoi être fier. On peut seulement se souvenir. Il se dissout dans la foule, devient invisible. Un parmi des millions de soviétiques revenus de la guerre et ayant simplement recommencé à vivre. Il ne réclame pas davantage, ne tape pas du poing sur la table dans les bureaux, ne crie pas « j'ai versé mon sang ». Il estime que le pays ne lui doit rien. C'est lui qui devait au pays. Le défendre. Il a payé sa dette. Le reçu, ce sont ses cicatrices et ses cheveux gris. Le soir, après son service, il lave son bus. Lui-même. Il ne fait pas confiance au laveur. Il prend un seau, un chiffon et essuie les phares, les vitres, le capot. Il caresse le métal. Pour lui, la machine n'est pas juste un morceau de fer, c'est un partenaire. Il sait que la machine a une âme. Il a vu des machines mourir. C'est pourquoi il prend soin de son vieux Zis avec une tendresse qui ne montre pas toujours aux gens. Les passagers aiment ces trajets. Avec Vonetsov, le bus ne secoue jamais. Il n'est pas en retard. Il prend les virages selon une courbe idéale, sans réduire la vitesse, mais si doucement que le lait dans les bidons ne se renverse pas dans le salon. Un maître, disent de lui les vieux. Ils pensent que c'est l'expérience de la conduite dans les rues de Leningrad. Ils ne savent pas que cette trajectoire idéale, cette fluidité, est un sous-produit de la mortelle spirale. Que chaque mouvement du volant est affûté dans la centrifugeuse du combat, où l'erreur signifiait la mort. Parfois, en passant devant des monuments militaires, devant des chars sur des piédestaux, il ne tourne même pas la tête. Il n'a pas besoin de regarder les monuments. Il a son propre monument, à l'intérieur. Il vit modestement, appartement communautaire, femme, enfant. Une vie ordinaire, dénuée de pathos. Mais c'est précisément dans cette banalité que réside la véritable grandeur. L'homme capable de déjouer la physique et de détruire une compagnie de chars d'élite par la seule force de sa volonté, trouve en lui la force d'être simplement chauffeur de bus. De ne pas sombrer dans l'alcool, de ne pas s'aigrir, de ne pas se briser sous le poids de la mémoire. La grandeur n'est pas de se tenir sur un piédestal. La grandeur est de descendre du piédestal, de mettre une casquette et de faire honnêtement son travail.
1965. 20 ans de la victoire. On remet à Vosnetsov un insigne commémoratif de plus. Il le prend, fait un signe de tête au commissaire militaire, met la petite boîte dans sa poche et part prendre son service. Il a un départ prévu à 14h00. Les gens attendent à l'arrêt. Il ne peut pas être en retard. Il s'assoit dans la cabine, ferme la porte, se coupe du monde par du verre et du métal, pose les mains sur le volant, regard sur la route. Devant, de l'asphalte, des marquages, des feux. La vie continue. Et cette vie, calme, mesurée, ennuyeuse, est sa principale victoire. La victoire sur la mort qui le poursuivait en spirale, mais ne l'a jamais rattrapé. Auditorium de l'Académie militaire des troupes blindées, 1980. Dehors, c'est la fin de l'automne. La pluie bat la vitre. Mais ici, dans l'amphithéâtre de la salle de conférence, il fait sec et calme. On n'entend que le bourdonnement du projecteur et le claquement sec de la baguette sur le tableau. Sur la surface noire est tracé à la craie un schéma complexe. Au centre, un point gras désignant une cible lourde. Autour, une multitude de vecteurs convergeant en spirale. À côté, des formules. Vitesses angulaires, coefficients de frottement, graphique de dépendance de la manœuvrabilité au type de sol. Au tableau se tient un colonel. Il ne hausse pas la voix. Il donne un cours sur la tactique du combat asymétrique. Thème de la leçon, utilisation de la manœuvre dynamique pour compenser le retard technique. Élèves officiers, faites attention au secteur 4, dit le colonel en entourant une ligne courbe avec sa baguette. C'est la classique spirale de Vosnetsov. Dans le silence de la salle résonne le nom du chauffeur de bus. Il résonne au même rang que les termes garde au sol, calibre et pénétration de blindage. Il est devenu une partie de la science militaire. Le sergent Dmitri Vosnetsov n'est pas devenu général, n'a pas écrit de mémoire, n'a pas parlé à la tribune des congrès. Mais il a fait plus. Il s'est transformé en termes, en paragraphes de manuel que les officiers sont obligés de connaître pour ne pas faire brûler leurs hommes dès la première attaque. Les élèves prennent des notes. Ils sont jeunes, tondus à ras, dans des vareuses repassées. Pour eux, 1944 est de l'histoire ancienne, presque l'Antiquité. Ils étudient des machines modernes, T-72, T-80. Là-dessus, il y a des télémètres laser, des calculateurs balistiques, des stabilisateurs de canon sur 2 plans. Il semblerait que l'expérience du pilotage manuel soit désespérément obsolète. Mais le colonel marque une pause. Il pose sa baguette et regarde la salle. « L'électronique peut tomber en panne », prononce-t-il en martelant chaque mot. « L'optique peut être brisée. L'hydraulique peut fuir. » Et alors vous resterez seul à seul avec la mécanique et avec l'ennemi. À ce moment, le schéma au tableau cesse d'être une simple géométrie. Il devient un testament. La spirale, ce n'est pas comment tourner le volant, c'est comment penser plus vite que la tourelle de l'ennemi ne tourne. C'est le principe de la supériorité de l'intelligence sur la force brute. Des décennies plus tard, la tactique a muté, s'est adaptée aux nouvelles vitesses, mais l'essence est restée la même. Dans les conflits locaux à travers le monde, des sables du Moyen-Orient aux montagnes d'Afghanistan, les tankistes soviétiques et russes ont appliqué cette technique. Rapprochement brusque, entrée dans la zone morte, imposition du combat rapproché, où le long canon de l'arme moderne devient un fardeau. L'héritage de Vosnetsov n'est pas un monument sur une place. L'héritage, ce sont les équipages vivants qui sont rentrés à la base parce qu'ils se sont souvenus à temps. L'immobilité, c'est la mort. Le cadre change.
Parc municipal d'une petite ville de province. Un piédestal recouvert de granit gris. Dessus, le nez levé vers le ciel, trône un T-34. Ce n'est pas la machine sur laquelle Vonetsov a fait tourner son carrousel de la mort. Cette machine-là a brûlé à Berlin ou a été refondue en tracteur dans les années 50. C'est une image collective, un symbole. Les trappes du char sont soudées, le moteur est retiré, le canon est désactivé. Les chenilles, qui autrefois déchiraient la terre gelée et broyaient le béton allemand, sont maintenant couvertes d'une couche de peinture noire. Le char dort. Les enfants grimpent sur le blindage frontal, s'accrochent aux poignets, se suspendent au canon. Pour eux, c'est un grand jouet, une attraction. Mais si l'on s'approche, si l'on pose la main sur le blindage rugueux de la tourelle, on peut sentir le froid. Ce froid ne vient pas du métal, c'est la mémoire du matériau. L'acier se souvient de tout. Il se souvient des impacts d'obus, se souvient de la chaleur des incendies, se souvient du cri de l'équipage. Le char sur le piédestal n'est pas seulement un monument à la victoire, c'est un monument au génie de l'ingénierie et à l'obstination humaine. Le concepteur Kochkine a créé une forme idéale. Mais seuls des hommes comme Vonetsov ont insufflé la vie à cette forme. Sans homme à l'intérieur, ce char n'est que 30 tonnes de poids mort. Juste un tas de minerais extraits des entrailles de la terre et traités à l'usine. L'homme, voilà le composant principal de tout système de combat. Pas le processeur, pas le radar, pas le chargeur automatique, mais le système nerveux capable de prendre des décisions irrationnelles, capable d'aller à l'éperonage quand il n'y a plus d'obus, capable d'appuyer sur l'accélérateur quand l'instinct crie « freine ». L'histoire de la spirale est la preuve qu'à la guerre, il n'y a pas de situation sans issue. Il n'y a qu'un déficit de temps et un déficit de volonté. Vonetsov a prouvé, si tu as ne serait-ce qu'une seconde d'avantage en réaction, tu peux retourner le monde. Ou au moins retourner le cours d'un combat. Le soir, les lampadaires éclairent le parc. L'ombre du canon du char tombe sur l'asphalte comme une longue flèche noire. Elle pointe vers l'ouest, là d'où est venue la guerre, et là où elle est repartie, écrasée par les chenilles. Les passants marchent à côté. Ils se dépêchent pour leurs affaires, sans lever les yeux. Ils vivent cette vie même que le chauffeur de bus a achetée pour eux au prix de 13 minutes de risque absolu. Ils ne connaissent pas son nom. Ils ne connaissent pas les vitesses angulaires et l'hydraulique du Tigre. Et c'est juste. Le guerrier fait son travail non pour la mémoire, mais pour l'oubli. Pour que ses enfants n'aient pas à apprendre la balistique en pratique. Pour que la spirale reste seulement sur les plans à l'académie et dans les archives des actualités filmées. Le char se tient immobile. Il a fini de rouler. Mais dans son immobilité se cache une énergie potentielle colossale. C'est un bond figé. On dirait que si maintenant, à cette seconde précise, l'alarme retentissait, les soudures des trappes éclateraient, le diesel rugirait, crachant un nuage de suie, et la machine descendrait de son piédestal pour recommencer son travail lourd et sale. Parce que le fer ne meurt pas, tant qu'est vivant l'esprit de celui qui tenait les leviers.